Le jugement de divorce à la main, j'ai bloqué toutes les cartes bancaires de la famille de mon mari, juste au moment où ma belle-sœur, avec son arrogance habituelle, essayait de passer la carte pour s'acheter un sac à main de luxe. Le terminal l'a rejeté. À cet instant précis, la famille entière de mon mari s'est effondrée complètement. Tenant le froid jugement entre mes mains, je refermais le chapitre de cette année de ma jeunesse consumée dans la résignation. Le bruit des roulettes de ma valise traînant sur l'asphalte sec résonnait comme l'écho de mon cœur brisé en 1000 morceaux. Soudain, mon téléphone vibra dans ma main. J'esquissai un sourire amer. Le rideau était tombé, mais la véritable bataille ne faisait que commencer. Paris, en ces premiers jours d'automne, arborait un ciel diaphane et le soleil doré coulait comme du miel sur les cimes des platanes centenaires. Mais au cours des 7 dernières années, je n'avais jamais été capable d'apprécier réellement cette beauté. Mes yeux n'étaient habitués qu'à fixer le carrelage froid de la cuisine, les piles d'assiettes grasses et les visages des 3 personnes de la famille de mon mari pour savoir comment vivre. Ce vendredi matin fut différent. La notification d'un message sur mon téléphone brisa le silence de l'aube avec un son sec. Je saisis le téléphone et l'écran s'illumina avec un email du tribunal de grande instance. L'objet était bref, mais son poids était celui de 1000 kilogrammes qu'on venait de m'enlever des épaules. Notification du jugement de divorce par consentement mutuel. Je pris une profonde inspiration, sentant l'air frais remplir mes poumons. C'était fini. 7 ans comme belle-fille, 7 ans comme épouse, 7 ans à travailler sans relâche comme une machine à sous pour satisfaire la vanité de cette famille, tout cela avait pris fin légalement. Je ne pleurais pas. Mes larmes avaient séché durant les nuits blanches, attendre que mon mari rentre de ses dîners d'affaires. Durant les fois où ma belle-mère me pointait du doigt parce qu'il manquait un plat sur la table, ou lors des grimaces de mépris de ma belle-sœur quand elle critiquait mes vêtements qu'elle jugeait trop province. Je regardais autour de moi, la chambre qui avait été mon foyer pendant près d'une décennie. Rien de tout cela ne m'appartenait. Le lit en chêne massif avait été choisi par ma belle-mère, prétextant que le feng shui était favorable pour son fils. L'armoire, la coiffeuse, tout avait été choisi par elle. Mes bagages étaient déjà prêts dans 2 valises dans un coin de la chambre depuis la veille au soir. Je n'emportais que ce qui était véritablement à moi. De vieux vêtements, quelques livres sur la céramique et les petites économies que j'avais accumulées en secret avec des primes qu'ils ignoraient. L'horloge marquait 8 heures du matin. À cette heure-ci, Madame Monique Lefebvre était sûrement assise dans le salon à regarder les informations matinales, attendant que je lui apporte des tartines au jambon de pays. Nicolas devait encore être en boule dans son lit après la fête de la veille. Et Manon, ma chère belle-sœur, était probablement en train d'essayer des robes en soie pour se préparer à une journée de shopping dans les centres commerciaux. J'esquissai un sourire ironique. Aujourd'hui, il n'y aura pas de tartines au jambon. Aujourd'hui, il n'y aura pas non plus d'épouse soumise et dévouée repassant les chemises de son mari. J'ouvris le répertoire de mon téléphone et mon doigt glissa rapidement jusqu'au numéro du service client de la banque où je détenais mes comptes. C'était la première étape, et la plus cruciale, du plan que j'avais retardé durant les 3 derniers mois. Je composai le numéro et portai le téléphone à mon oreille, le cœur battant avec un calme surprenant. La voix douce et professionnelle d'une opératrice résonna. Centre de relations clients, bonjour. En quoi puis-je vous aider? Je répondis d'une voix claire, sans tremblement ni hésitation. Bonjour, je suis la titulaire de la carte de crédit Platinum, se terminant par 8899. Je souhaite communiquer une demande urgente. Oui, bonjour Madame Chloé. Que puis-je faire pour vous? Je souhaite demander le blocage permanent des 3 cartes de crédit supplémentaires associées à mon compte. Ces cartes sont au nom de Monique Lefebvre, Nicolas Lefebvre et Manon Lefebvre. Je demande que cela prenne effet immédiatement. Il y eut un bref silence à l'autre bout de la ligne. Peut-être l'opératrice était-elle surprise par une requête aussi drastique et simultanée, mais les procédures étaient les procédures et elle répondit rapidement. Bien sûr. Pour protéger vos informations, veuillez me communiquer votre numéro de carte d'identité et votre date de naissance pour vérifier votre identité. Je récitai mes données personnelles d'une traite. Chaque chiffre sortant de ma bouche était comme un coup de ciseau, tranchant les liens financiers auxquels sa famille s'était accrochée pour me sucer le sang pendant tant d'années. Parfait, les informations sont correctes. Je confirme votre demande. Blocage permanent des 3 cartes supplémentaires au nom de Monique Lefebvre, Nicolas Lefebvre et Manon Lefebvre. Une fois bloquée, aucune transaction ne pourra être effectuée avec elle. Êtes-vous sûr de vouloir procéder? J'en suis absolument certaine. Procédez maintenant et annulez également le renouvellement automatique du plafond de crédit. C'est compris? L'opération a été réalisée avec succès. Les 3 cartes supplémentaires ont été désactivées dans le système. Avez-vous besoin d'autre chose?
Je regardais par la fenêtre, où les rayons du soleil commençaient à s'intensifier. Merci. Ce sera tout. Je raccrochai le téléphone en sentant une pointe de satisfaction. Ils croyaient que ma source de revenus était inépuisable. Ils pensaient que je serais leur vache à lait pour toujours. La carte de crédit de Monique avec un plafond de 10 000 €, celle de Nicolas avec 7 000 € et celle de Manon avec 5 000 €. Tout était à mon nom comme titulaire principal, utilisant ma réputation et mes revenus de mon ancien poste de directrice commerciale pour les garantir. Chaque mois, quand le relevé arrivait, c'était moi qui me cassais le dos pour payer. Monique achetait des compléments alimentaires, allait dans des spas, achetait des cadeaux pour ses proches pour maintenir sa réputation. Nicolas invitait ses amis, achetait le dernier cri en matière de technologie. Manon brûlait l'argent en vêtements et sacs de marque. Ils dépensaient mon argent, mais ne m'ont jamais dit merci. Ils considéraient même cela comme mon obligation pour avoir la chance d'être la belle-fille de leur famille. Mais je ne m'arrêtais pas là. J'ouvris l'application bancaire sur mon téléphone. Mon doigt glissa jusqu'à la section des prélèvements automatiques. La facture d'électricité de ce luxueux appartement haussmannien, l'eau, les charges de copropriété, le parking pour les 2 motos et la voiture de Nicolas, la télévision par câble, Internet, une liste interminable de frais fixes que j'avais assumés. J'appuyais sur chaque concept. Annuler l'abonnement. Confirmer. Annuler l'abonnement. Confirmer. Chaque pression sur l'écran était un poids en moins sur mes épaules. À partir de maintenant, mon compte bancaire ne servirait qu'à moi. J'utiliserai cet argent pour investir dans le petit atelier de céramique dont j'avais toujours rêvé, pour m'acheter les robes qui me plaisaient, pour manger les plats qui me faisaient envie. Après avoir terminé toutes les opérations, je posai le téléphone sur la table. Le léger bruit dans le silence de la chambre sonna comme le marteau d'un juge déclarant la fin d'un mariage injuste. Je traînai la valise hors de la chambre. En passant par le salon, je vis Monique assise sur le canapé avec une tasse de thé à la main et les yeux rivés sur la télévision. Elle me regarda du coin de l'œil, et voyant les 2 valises à mes côtés, fronça les sourcils et dit d'une voix aigre : « Où crois-tu aller à cette heure-ci et sans avoir préparé le petit déjeuner ? Tu prétends qu'on meurt tous de faim dans cette maison ? Et c'est quoi tout ça que tu trimbales ? Tu comptes t'enfuir avec un amant avec autant de valises ? » Je m'arrêtai et la regardai droit dans les yeux. Pour la première fois en 7 ans, je ne baissai pas le regard, je n'inclinai pas la tête, je ne répondis pas avec soumission. Mon regard était calme et tranchant, ce qui la surprit un instant. « Adieu, madame », dis-je en prononçant chaque mot avec clarté, changeant immédiatement la manière de m'adresser à elle. Le jugement de divorce du tribunal est entré en vigueur ce matin. Je ne suis plus votre belle-fille, ni l'épouse de votre fils. Où je vais ou ce que je fais, c'est ma liberté. Monique resta paralysée. La tasse dans sa main tremblait, heurtant la soucoupe. Elle ouvrit la bouche pour dire quelque chose, mais je ne lui laissai pas le temps de réagir. Et une chose de plus, je n'ai pas préparé le petit déjeuner. Dorénavant, vous et vos enfants devrez vous débrouiller seuls. J'ai laissé les clés de l'appartement sur le meuble à chaussures. Adieu. Je fis demi-tour et traînai la valise vers la porte principale. Le son des roulettes sur le parquet était rythmé. Dans mon dos, j'entendis Monique hurler, effrontée. Comment oses-tu me parler ainsi ? Si tu franchis cette porte, ne reviens jamais me supplier pardon. Je souris sans me retourner. La lourde porte de l'appartement se referma derrière moi, m'isolant de ces insultes familières. J'entrai dans l'ascenseur et appuyai sur le bouton du rez-de-chaussée. Les chiffres sur le panneau électronique descendaient, 5, 4, 3. À chaque étage passé, je me sentais un peu plus légère. Le monde extérieur m'attendait. Et le plus important, la tempête pour sa famille ne faisait que commencer. Je choisis un café tranquille dans une petite ruelle, loin du luxueux complexe résidentiel du 16e arrondissement de mon ex-belle-famille. Je commandai un café crème et m'assis dans un fauteuil en rotin confortable. J'ouvris mon téléphone et commençai à attendre. Ce n'était pas une attente anxieuse comme celle d'avant, mais l'attente d'un chasseur qui a tendu son piège et sait que la proie va tomber. Hier, durant le dernier dîner ensemble, un dîner que personne, sauf moi, ne savait être le dernier, Manon n'avait pas arrêté de parler du nouveau sac de marque qui venait de sortir. « Chloé », disait-elle en grignotant des côtes d'agneau avec les lèvres brillantes de graisse. « Demain, je must aller au bon marché rive gauche à la première heure. La boutique m'a prévenu que le sac que j'ai commandé est arrivé. C'est une édition limitée, il n'y en a que quelques-uns dans toute la France. Je dois aller le chercher avant que quelqu'un ne me devance. Demain, vire-moi quelques euros de plus pour le taxi. D'accord ? Prendre le métro, avec cette chaleur m'abîme la peau. À ce moment-là, j'avais seulement hoché la tête légèrement sans rien dire,
mais je savais que Manon irait aujourd'hui. Et je savais aussi que la carte de crédit supplémentaire à son nom que je lui avais donnée, avec un plafond de 5 000 €, était sa compagne inséparable chaque fois qu'elle mettait les pieds dans ces lieux de luxe. Je restais là presque 2 heures à faire semblant de lire les nouvelles. À 10h30, l'heure qu'affichait le téléphone, les boutiques du grand magasin seraient déjà ouvertes et pleines de clients. Ding ding. Une notification de l'application bancaire apparut sur l'écran verrouillé. Je saisis le téléphone, bus une gorgée de café et un sourire se dessina sur mes lèvres. Notification de transaction. Heure, 10h30 15 secondes. Carte 4 567 899. Carte supplémentaire Manon Lefebvre. Lieu, le Bon Marché rive gauche. Montant, 3 500 €. Statut, transaction refusée, carte bloquée, paiement non réalisé. Je pouvais imaginer la scène parfaitement. Manon, sans doute avec sa plus belle robe et un maquillage impeccable, debout devant le comptoir de paiement avec l'attitude hautaine d'une fille riche. Elle poserait la puissante carte noire sur la vitre, regardant la vendeuse avec suffisance. « Réglez ça, s'il vous plaît. » Autour d'elle, d'autres clients la regarderaient avec admiration pour sa prodigalité. La vendeuse prendrait la carte à deux mains, ferait une révérence polie et la passerait dans le terminal. Mais alors, ding, ding. Notification de transaction. Heure, 10h31 45 secondes. Carte 4 567 899. Carte supplémentaire Manon Lefebvre. Lieu, boutique Hermès, Faubourg Saint-Honoré. Montant, 3 500 €. Statut, transaction refusée. Pour la seconde fois, Manon commencerait à être déconcertée. J'imaginais son visage poudré passer du rose au rouge, puis au blanc pâle. Le terminal imprimerait un ticket d'erreur. La vendeuse dirait sûrement avec délicatesse « Excusez-moi, mademoiselle. La machine indique que la carte a été refusée. Pourriez-vous vérifier ou utiliser une autre carte ?» Manon n'avait pas d'autre carte. Le liquide dans son portefeuille suffirait à peine pour le taxi et un jus de fruits. Toutes ses dépenses, grandes et petites, avaient été débitées sur cette carte pendant des années. La carte qu'elle considérait comme son trésor inépuisable. Ding. Ding. Notification de transaction. Heure, 10h33 10 secondes. Carte 4 567 899. Carte supplémentaire Manon Lefebvre. Lieu, boutique Hermès, Faubourg Saint-Honoré. Montant, 3 500 €. Statut, transaction refusée. Veuillez contacter votre banque. À la troisième tentative, la patience de la vendeuse et des clients qui attendaient derrière se serait sûrement épuisée. Dans des lieux aussi élégants, se faire refuser une carte est une humiliation indélébile. Les regards d'admiration initiaux se transformeraient en regards de curiosité et de moquerie. Les chuchotements et les commérages commenceraient dans son dos. Tiens, tiens. Et moi qui pensais. Il s'avère qu'elle utilise une fausse carte pour acheter des articles de luxe. Sûrement qu'on la lui a prêtée et qu'on l'a bloquée. Quelle horreur, elle a l'air si élégante et ne peut pas payer. Quelle perte de temps pour les autres. Je fermais les yeux, savourant cette victoire. Manon était la personne la plus vaniteuse du monde. Elle vivait pour les photos sur Instagram, pour les éloges virtuels de ses amis sur les réseaux. Elle s'était construit une image de « hit girl », une fille sophistiquée et glamour. Et aujourd'hui, dans le temple des amateurs de luxe, elle avait été démasquée. Je parierais que Manon tremblait, rangeant maladroitement cette carte inutile dans son sac. Elle balbutierait une excuse, c'est sûrement une erreur du système de la banque. Je vais sortir, appeler pour vérifier. Et elle devrait laisser son sac de rêve sur le comptoir, faire demi-tour rapidement, essayant de ne croiser le regard de personne, fuyant l'humiliation qui l'enveloppait. Et effectivement, seulement 2 minutes plus tard, mon téléphone commença à vibrer sans arrêt. Ce n'était plus des messages de la banque, mais un appel de Manon. Le nom « belle-sœur » brillait sur l'écran. Je le regardai, souris et posai le téléphone face contre table. Je n'allais pas répondre. Pourquoi devrais-je le faire? Pour l'entendre crier, insulter ou pleurer. Je voulais qu'elle goûte à la saveur de l'impuissance jusqu'au bout. La sensation d'être au milieu d'une foule sans un centime en poche. La sensation que les gens vous regardent de haut. La même sensation que j'avais supportée dans sa propre maison pendant 7 ans. Le téléphone arrêta de sonner et vibra à nouveau. Cette fois, c'était le numéro de Monique, puis celui de Nicolas. Toute la famille était en panique. Manon avait sûrement appelé à la maison en pleurant pour dire à sa mère que Chloé avait bloqué sa carte.
Je pris une autre gorgée de café. L'amertume se mélangeait à la douceur et à l'onctuosité sur mon palais. Delicious. Cela faisait longtemps que je n'avais pas autant apprécié un café à Paris. Par la fenêtre, les gens poursuivaient leur va-et-vient affairé. Tous avaient leur travail, leurs soucis. Mais je savais qu'à partir de ce moment, ma vie avait pris un nouveau cap, un cap que je dirigeais moi-même sans dépendre de personne, et surtout, sans avoir à entretenir ces parasites ingrats. Mais ce n'était que le prélude. La véritable furie éclaterait quand il se rendrait compte que non seulement la carte de Manon, mais toutes les tentacules par lesquelles il me suçait l'argent avaient été coupées. Mon téléphone ne cessait de vibrer, glissant sur la table en bois avec un grincement strident. Bien qu'il fût face contre table, la lumière de l'écran clignotait sans cesse, signalant une avalanche de messages. Je savais que le moment était venu de les affronter, non pour discuter, mais pour porter le coup de grâce avant de couper toute communication. Je pris le téléphone et le déverrouillai. L'icône de WhatsApp montrait un cercle rouge avec le nombre 58. 58 nouveaux messages. Tous provenaient d'un unique groupe de discussion au nom ironique que Nicolas avait donné le jour où je suis arrivée dans la famille idéale. Dans ce groupe, pendant des années, mon rôle avait été de recevoir des ordres. Chloé, maman n'a plus d'argent pour ses vitamines. Vire-lui 200 €. Chloé, en rentrant à la maison, passe au supermarché et achète un pack de lait d'avoine, celui d'importation allemande. Chérie, ce week-end il y a un repas de famille. Rappelle-toi de poser ta journée pour aider à la maison et que maman n'ait pas à lever le petit doigt. Les anciens messages étaient toujours là comme des cicatrices qui me rappelaient ma stupidité et ma soumission, mais aujourd'hui le contenu des messages avait complètement changé. Je passais rapidement en revue les messages arrivés dans les 15 dernières minutes. Manon, belle-sœur, Chloé, tu es folle? Comment oses-tu bloquer ma carte? Tu sais la honte que je viens de subir rue du Faubourg Saint-Honoré? La vendeuse me regardait comme si j'étais une voleuse. Active-la tout de suite. Maintenant. Manon, belle-sœur, allô. Pourquoi tu ne décroches pas? Tu comptes te cacher? Rappelle-toi que tu es encore chez moi. Ne m'oblige pas à rentrer, je t'arrache les cheveux. Ensuite les messages de Monique. La belle-mère qui se vantait toujours de sa lignée distinguée et de ses manières impeccables. Monique, belle-mère, Chloé, que diable es-tu en train de faire? Manon a appelé en pleurant toutes les larmes de son corps. Tu es sa belle-sœur et tu lui fais ce coup tordu? Tu veux nous ridiculiser tous? Monique, belle-mère, je t'ordonne d'activer la carte immédiatement. Si tu ne le fais pas, ne me blâme pas pour ce qui va arriver. Tiens donc, tu n'es plus qu'une mal élevée. Dès que tu as un peu de pouvoir, tu prends la grosse tête. Et finalement, Nicolas. Le mari pusillanime en qui j'avais espéré autrefois trouver du soutien. Nicolas, Marie, Chloé, pourquoi as-tu bloqué les cartes soudainement? S'il se passe quelque chose, rentre à la maison et on parle. Maman est sur le point de faire une crise d'hypertension. Active la carte de Manon pour qu'elle puisse payer et ensuite on rentre et on règle ça. Ne complique pas les choses. Nicolas, Marie, active-la maintenant. Maman a besoin d'acheter des médicaments et sa carte ne fonctionne pas non plus. Tu veux tuer maman? En lisant le message de Nicolas, j'éclatais de rire. Acheter des médicaments. La même excuse de toujours. Monique avait besoin d'acheter des médicaments dans une bijouterie ou une boutique de cosmétiques de luxe. Nicolas savait parfaitement dans quoi sa mère dépensait l'argent, mais il n'avait jamais osé rien dire. Il lui donnait juste raison pour me soutirer de l'argent. Je pris une profonde inspiration et mes doigts glissèrent rapidement sur le clavier virtuel. Je n'avais pas besoin de donner de longues explications ni de me mettre à leur niveau pour les insulter. J'avais juste besoin de leur dire la vérité. J'écrivis et envoyai. Pour tous. J'ai reçu le jugement de divorce du tribunal ce matin. Nicolas et moi ne sommes plus officiellement mariés, par conséquent, je n'ai aucune obligation d'entretenir qui que ce soit de cette famille. Je joignis une capture d'écran de l'email du tribunal. Après que l'image se fut chargée, le groupe de discussion resta silencieux pendant quelques secondes. Ils étaient probablement sous le choc. Ils ne s'attendaient pas à ce que je le fasse vraiment. Ils pensaient que je ne faisais que menacer ou, tout au plus, que je m'étais fâchée et étais partie chez mes parents quelques jours pour revenir ensuite les servir. Comme toujours. Je continuais à écrire. Toutes les cartes de crédit supplémentaires sont à mon nom et c'est moi qui paie la dette. Maintenant, si je les bloque, c'est mon droit. À partir d'aujourd'hui, chacun pour soi. L'argent de chacun est à lui. Ne me dérangez plus. À peine l'eus-je envoyé, les messages de réponse commencèrent à apparaître. Manon, belle-sœur, et alors si vous êtes divorcés? Cet argent est celui que tu nous dois.
Tu as vécu dans notre maison 7 ans, en mangeant dans notre assiette, et maintenant tu te tires sans rien dire. Escroc. Monique, belle-mère, reviens ici tout de suite. Si tu pars, j'appellerai la police et je porterai plainte pour vol. Je t'emmènerai au tribunal. Nicolas, Marie, Chloé, calme-toi. Même si nous sommes divorcés, il doit rester un peu d'estime. Ce que tu fais est digne d'une ingrate. Active les cartes et ensuite je signerai les papiers du partage des biens. Partage des biens. Nicolas devait penser que j'étais stupide. L'appartement était au nom de ses parents. Le seul patrimoine commun de nos 7 ans de mariage étaient les dettes de consommation que sa famille avait générées et que j'avais toutes payées. Je n'avais pas besoin de leur fausse estime. Je ne répondis à aucun message de plus. J'entrai dans la configuration du groupe, sélectionnai l'option « Quitter le groupe ». Une boîte de dialogue apparut. Êtes-vous sûr de vouloir quitter le groupe famille idéale ? J'appuyai avec fermeté sur le mot « quitter ». L'écran changea. Ce groupe de discussion bruyant et toxique disparut de ma liste de conversations, mais je savais qu'il pouvait encore m'envoyer des messages privés. Je suis allé dans mon répertoire, j'ai cherché les numéros de Nicolas, Monique et Manon. Avec chaque nom, j'ai réalisé une action décidée, bloquer les messages, bloquer les appels. Après avoir bloqué les 3, le téléphone devint étrangement silencieux. Fini les messages insistants, fini les demandes absurdes. J'avais payé pour cette paix avec 7 ans de ma jeunesse et de mes larmes. Je regardais vers la rue. Le soleil était déjà haut et brillait sur l'asphalte. Je me levai et payai le café. La jeune serveuse me sourit. Passez une bonne journée. Merci. Je lui rendis le sourire le plus radieux que j'ai eu depuis des années. Je suis sûre qu'aujourd'hui sera une grande journée. Je traînai la valise hors du café et arrêtai un taxi. Emmenez-moi dans le quartier de Belleville, s'il vous plaît. La voiture démarra, m'éloignant du centre ostentatoire et faux de la ville pour m'emmener vers une petite ruelle tranquille, l'endroit où j'avais loué en secret une vieille maison d'un étage pour recommencer à zéro. La bataille juridique et l'opinion publique pourraient être longues et difficiles, mais en cet instant, j'étais la gagnante. Le taxi s'arrêta au début d'une petite impasse dans le quartier de Belleville. Je descendis de la voiture et respirai l'arôme caractéristique de Paris en automne. L'air ici était complètement différent de l'atmosphère oppressante du luxueux complexe résidentiel que je venais de quitter. Ici, on entendait la clameur des marchands, le tintement d'un atelier de réparation de vélos et le bruit des balais des éboueurs balayant les feuilles sur le vieux pavé. Une étrange sensation de paix envahit mon esprit. L'agent immobilier, un jeune homme nommé Lucas, m'attendait déjà. En me voyant avec 2 grandes valises, il courut m'aider. « Chloé, c'est ça ? Je suis Lucas. Vous avez fait bon voyage ? Laissez-moi vous aider avec les bagages. La maison est juste au milieu de l'impasse. C'est très calme. » Je lui souris, reconnaissante de sa gentillesse. « Merci, Lucas. Je peux en prendre une. Aidez-moi avec l'autre, s'il vous plaît. » La maison que j'avais louée était une ancienne construction d'un seul niveau, rare à Paris, mais très solide, entourée d'arbres feuillus. Les murs au crépi jauni montraient le passage du temps. Le toit en tuiles lui donnait un air ancien et serein. Devant la maison, il y avait une petite cour pavée de carreaux de terre cuite, suffisante pour mettre quelques pots de fleurs et une table en céramique. Ce serait l'endroit où je commencerais ma nouvelle vie et aussi où je matérialiserais mon rêve d'avoir un atelier de céramique artisanale. Lucas ouvrit la porte. L'odeur de renfermé d'une maison longtemps inhabitée me frappa, mais ne me parut pas désagréable. Au contraire, cela me sembla être l'odeur d'une nouvelle opportunité, d'un nouveau départ. Le propriétaire est parti vivre à l'étranger et veut la louer sur le long terme. Ils sont très flexibles. Vous pouvez faire les travaux que vous voulez pour monter votre atelier, tant que cela n'affecte pas la structure principale. Le loyer est, comme je vous l'ai dit, de 600 € par mois, payable mensuellement. J'opinai et fis un tour de la maison. Le vaste salon serait l'endroit où j'exposerais mes créations. La petite chambre du fond me suffisait. La cour arrière couverte était parfaite pour installer le four et le tour de potier. « Je la prends », dis-je avec fermeté. Je sortis de mon sac une enveloppe avec l'argent liquide que j'avais préparé. Voici 1800 € pour 3 mois de loyer et 600 € de caution. Comptez-les, s'il vous plaît, et signons le bail avec les clés en main. Après le départ de Lucas, je restai au milieu de la maison vide. Pour la première fois de ma vie, je sentis que je possédais réellement mon propre espace. Personne ne me surveillerait pour voir si je nettoyais bien. Personne ne se plaindrait que je laissais les lumières allumées. Je me mis à nettoyer immédiatement. Je passai toute l'après-midi à frotter chaque carreau, à balayer chaque toile d'araignée. La sueur trempait mon dos,
mais le sourire ne disparaissait pas de mon visage. À la tombée de la nuit, la maison était impeccable et sentait le nettoyant pour sol au parfum de citron. La suite, c'était d'acheter des meubles. J'ouvris l'application de notes de mon téléphone et commençai à faire une liste du nécessaire. Un matelas, une petite gazinière, quelques assiettes, et le plus important, un bureau décent. Pendant 7 ans, j'avais travaillé sur la table de la salle à manger de mes beaux-parents ou en improvisant sur la coiffeuse. Je n'avais jamais osé acheter un vrai bureau parce que Monique se plaignait toujours du manque d'espace et disait que c'était une dépense inutile, mais maintenant c'était différent. Je pris un VTC et me dirigeai vers une zone connue pour ses brocantes, les puces de Saint-Ouen. Je flânais dans les allées en regardant chaque stand. Finalement, je m'arrêtai devant un bureau en chêne de couleur sombre. Design simple mais robuste. Combien coûte cet ensemble? Demandai-je à la propriétaire. 100 € avec la chaise incluse, ma chérie. C'est du bois massif, il te durera 10 ans sans problème. Par le passé, j'y aurais réfléchi 1000 fois et finalement je ne l'aurais pas acheté de peur que ma belle-mère me critique pour mon gaspillage, ou j'aurais dû demander l'argent à Nicolas et supporter son froncement de sourcils. Mais aujourd'hui, je sortis mon portefeuille, comptai 2 billets de 50 et les donnai à la propriétaire. Pourriez-vous me l'envoyer à cette adresse tout de suite? La sensation de payer pour quelque chose qui me plaisait avec mon propre argent était incroyablement gratifiante. Je n'avais besoin de l'approbation de personne. Je n'avais pas d'explication à donner. Cette nuit-là, je dormis sur le nouveau matelas, à même le sol de la maison qui sentait le bois. Dehors, le chant des grillons parvenait depuis la petite cour. J'ouvris mon compte épargne en ligne et regardai le solde. Ce n'était pas une grosse somme, mais c'était suffisant pour vivre et acheter les matériaux pour la céramique durant les 6 prochains mois. Je commençai à calculer mes dépenses quotidiennes. Une botte d'épinards pour 1 €, 100 grammes de jambon pour 3. L'électricité, l'eau, tout se comptait en euros. Des chiffres petits, mais réels, très différents des factures de luxe de centaines ou milliers d'euros que je payais d'habitude pour Manon. Je fermai les yeux et tombai dans le sommeil le plus profond que j'ai eu en 7 ans. Dans mon rêve, je me voyais assise devant le tour de potier, les mains tachées d'argile, mais avec un sourire radieux. Ma paix ne dura pas longtemps. Le lundi matin, le 3e jour depuis mon emménagement, je reçus un message de Camille, une bonne amie de l'université. « Chloé, tu dois voir ça. Ta belle-sœur est en train de te dépecer vivante sur Facebook. C'est horrible. » À côté du message, il y avait un lien vers une publication dans un groupe privé appelé « Amoureuse du luxe et anti-arriviste ». Je fronçai les sourcils et cliquai sur le lien. La première chose que je vis fut une très longue publication d'un compte Facebook appelé « Manon Princesse ». Elle était accompagnée d'une photo de moi traînant les valises en sortant de chez mes beaux-parents, prise en cachette sous un angle qui me faisait paraître négligée comme une fugitive. Le contenu de la publication était pur venin et mensonge. Alerte, drame maximum. La belle-sœur riche montre son vrai visage. Les filles, je suis tellement indignée qu'il faut que je vide mon sac. Dans ma maison, nous avons nourri une vipère pendant 7 ans. Ma belle-sœur, celle sur la photo, vient de la campagne. Elle a épousé mon frère, un garçon de bonne famille de Paris, et ma famille l'a traitée comme une reine. Ma mère l'aimait comme une fille et moi comme une sœur. Mais soudain, juste après le divorce, elle a complètement changé. Elle a trompé ma famille pour nous faire signer des papiers. Elle s'est approprié notre argent, a bloqué les cartes de ma mère et les miennes en plein centre commercial, me ridiculisant. Et non seulement ça, elle s'est enfuie avec l'argent et a bloqué tout contact. Ma mère est admise aux urgences à cause du choc, photo jointe. Comment peut-on être une si mauvaise personne? Avec une attitude aussi mesquine, le karma s'occupera d'elle. S'il vous plaît, partagez pour démasquer cette ingrate. Sous la publication, il y avait une photo de Monique dans un lit d'hôpital avec une perfusion au bras et les yeux fermés, l'air très lamentable. Je regardai la photo de près et reconnus les draps de la clinique privée de luxe où elle avait l'habitude d'aller pour des perfusions de vitamines quand elle se sentait fatiguée. Ce n'était pas une urgence. La publication devenait virale. Des centaines de commentaires m'insultaient sans pitié. Mon Dieu, elle a l'air si gentille et pourtant quel cœur noir. Ce genre de belle-fille devrait être en prison. Pauvre belle-mère. Partagez, les filles, qu'on sache qui c'est et qu'elle ne puisse pas faire affaire dans cette ville. Le sang me monta à la tête. Je serrai le téléphone avec force. Manon ne voulait pas seulement salir mon honneur, elle voulait ruiner ma vie et mon futur commerce. Si je restais silencieuse, les gens supposeraient que ces mensonges étaient la vérité. Mais je pris une profonde inspiration, me souvenant du conseil de mon avocat Stéphane, un vieil ami que j'avais contacté la veille. Dans cette guerre,
celui qui perd son sang-froid perd. Laisse parler les preuves. Je ne commentais pas, je ne réagis pas à la publication. Je fis des captures d'écran de tout le post, y compris les commentaires les plus malveillants de Manon et de ses amis. Je copiai le lien et sauvegardai toutes les données. Au lieu de rester chez moi à pleurer ou à discuter sur Internet comme une poissonnière, je m'habillai, pris mon sac et me dirigeai vers une étude notariale à Neuilly-sur-Seine. Là, je demandai à faire dresser un constat d'huissier de la publication de Manon Lefebvre sur Facebook. Un constat est un document qui fait foi d'un fait et sert de preuve dans un procès et dans d'autres relations juridiques. Ce serait la preuve irréfutable de la diffamation et de l'atteinte à l'honneur et à la dignité par Manon devant un tribunal. Personne ne pourrait le nier, même si elle effaçait la publication plus tard. Le notaire me regarda avec compassion en lisant les mots cruels sur l'écran. « Êtes-vous sûr de vouloir dresser un constat ? Le coût est calculé au temps de travail. » Je le regardai dans les yeux avec fermeté. « Je suis sûr. S'il vous plaît, faites-le avec tous les détails. Enregistrez l'heure de la publication, le nombre d'interactions et tout le contenu faux. L'argent n'est pas un problème. » Avec le constat scellé en main, je sentis que je tenais une arme puissante. Manon pensait que les réseaux sociaux étaient un endroit où elle pouvait dire ce qu'elle voulait, changer la vérité à sa guise. Elle avait grand tort. Dans le monde virtuel, les paroles s'envolent, mais dans le monde réel, la loi est la balance de la justice. Je rentrai chez moi et allumai l'ordinateur. Je n'écrivis pas de défense, je publiai juste une unique photo sur mon profil personnel, la page Facebook que je venais de créer pour ma marque de céramique. La photo montrait un coin de ma table de travail avec un vase de lotus blanc. À côté, on entrevoyait un document avec les mots « constat d'huissier ». J'écrivis une brève légende, la vérité est unique. Tous les actes de diffamation et de calomnie contre l'honneur d'une personne devront répondre devant la loi. Qui ne doit rien ne craint rien. On verra bien. Je le mis en mode public. En moins d'une heure, des amis et d'anciens collègues qui me connaissaient bien commencèrent à liker et à commenter pour me soutenir. Je savais que cette bataille ne faisait que commencer et j'étais prête. Ce matin-là, je me présentai au siège central de la banque. En tant que cliente VIP avec une carte Platinum depuis de nombreuses années, on m'invita dans un salon d'attente privé où l'on me servit du thé et de l'eau avec amabilité, mais mon esprit n'était pas à profiter du luxe. J'étais venue chercher ma seconde arme pour la bataille juridique, les relevés bancaires. Bonjour, Chloé. Voici tous les relevés détaillés de la dernière année des 3 cartes supplémentaires et de la principale que vous avez demandée. C'est assez épais. Vérifiez-le, s'il vous plaît. L'employé de la banque posa une pile de papier sur la table. Je la remerciai et commençai à feuilleter les pages. Les chiffres dansaient devant mes yeux, mais avec mon expérience de directrice commerciale, j'identifiai rapidement des schémas irréguliers qu'auparavant, étant trop occupée et faisant confiance à ma belle famille, j'avais négligé. Je pris un surligneur jaune et commençai à souligner les transactions suspectes de la carte de Manon Lefebvre. 15 mars. Achat à la boutique Louis Vuitton de l'avenue Montaigne. Montant, 2500 €. 20 mars. Le compte personnel de Manon reçoit un virement d'un inconnu avec le libellé « Achat sac élevé comme neuf ». Montant, 2200 €. Je m'arrêtai. Manon utilisait ma carte pour acheter un sac neuf à 2500 €. 5 jours plus tard, elle le revendait pour 2200 € et l'argent allait directement dans sa poche. Pendant ce temps, la dette de 2500 € de la carte de crédit, c'était moi qui devais la payer à l'échéance. Je continuai à enquêter. 10 avril, achat d'un iPhone 14 Pro Max à l'Apple Store. Montant, 1400 €. 12 avril. Un compte Facebook appelé Manon Luxe publie dans un groupe de vente de technologie. Vend iPhone 14 Pro Max sous blister. Prix 1300 €. Vente rapide pour cause de voyage. Plus je regardais, plus j'étais horrifiée par la ruse et le culot de ma belle-sœur. Ce n'était pas simplement une dépense excessive, c'était un acte de lucre financier systématique. Manon m'avait transformée en outil pour blanchir de l'argent ou, mieux dit, en mine d'or à exploiter. Elle achetait des articles avec mon argent, les revendait un peu moins cher pour obtenir du liquide pour ses dépenses personnelles et me laissait avec la dette principale. Au cours de la dernière année, la somme qu'elle m'avait escroquée de cette manière devait s'élever à des dizaines de milliers d'euros. Je sentis comme si quelqu'un m'oppressait la poitrine. Je travaillais jour et nuit en sacrifiant mon bien-être pendant qu'elle utilisait ma sueur et mes larmes pour alimenter ses vices et sa vanité. J'entourais toutes ces transactions. Je les comparais avec les publications de vente dans les groupes que j'avais demandé à un ami expert en technologie de compiler. La coïncidence des dates, des articles et des prix était une preuve irréfutable. Pas seulement Manon.
Le relevé de Nicolas montrait aussi des dépenses de réunions d'affaires, très suspectes, des factures de restaurant les samedis et dimanches midi, jours où il disait avoir des réunions avec des clients, mais en réalité c'était des factures de restaurants familiaux avec buffet et barbecue. Le nombre de couverts coïncidait avec les membres de la famille de Monique et ses amis. Il utilisait mon argent pour inviter ses proches à manger, gagnant la réputation de fils dévoué et de neveu qui a réussi. Quel dégoût, murmurai-je tandis que mes mains tremblantes tournaient les pages. Je demandai à la banque de tamponner chaque page du relevé. Le son du tampon frappant le papier était rythmé et contondant, comme le marteau d'un juge. En sortant de la banque, je serrai l'épais dossier contre moi. Le ciel de Paris était gris, présageant un orage, mais mon esprit était plus clair que jamais. J'avais des preuves suffisantes pour démontrer ce flux d'argent illicite. S'ils osaient me poursuivre, je leur montrerais ce que c'est que l'arroseur arrosé. Ces relevés ne seraient pas juste des papiers, ce seraient les témoins les plus éloquents qui démasqueraient cette famille idéale. Je sortis mon téléphone et appelai mon avocat. Stéphane, j'ai les relevés. C'est pire que ce qu'on pensait. Manon ne faisait pas que gaspiller, elle a commis une fraude pour s'approprier mon argent. On peut déposer une plainte au pénal. À l'autre bout de la ligne, la voix de Stéphane, calme et sûre, répondit « Génial, Chloé, garde bien ces documents, laisse-les s'agiter encore un peu. Quand le piège se refermera, on les attrapera tous d'un coup. » L'histoire de ce qui s'est passé ce jour-là, c'est Camille, mon amie et collègue de Nicolas au service planification, qui me l'a raconté avec force détail. Camille détestait Nicolas depuis longtemps pour sa paresse et sa vantardise, alors en le voyant en difficulté, elle ne put cacher sa satisfaction en me le relatant. C'était un mercredi matin. Nicolas arriva au bureau avec son costume impeccable et une forte odeur d'eau de Cologne. Il gardait son habitude d'arriver en retard, de se préparer un café tranquillement et de surfer sur Internet. Il n'avait aucune idée de ce qui lui tombait dessus. Vers 10 heures, la directrice des ressources humaines accompagnée de 2 hommes inconnus en costume de l'audit interne entrèrent directement dans le bureau de Nicolas. L'ambiance se tendit soudainement. Nicolas Lefebvre, veuillez nous accompagner en salle de réunion numéro 1. La voix de la directrice était glaciale, dépourvue de sa cordialité habituelle. Nicolas resta déconcerté avec un sourire forcé. Il se passe quelque chose ? Je termine un rapport. C'est beaucoup plus important que votre rapport. Venez avec nous maintenant. Dans la salle de réunion, on lui demanda des explications sur une série de factures de frais de représentation qu'il avait payées avec la carte de crédit de l'entreprise au cours des 6 derniers mois. L'entreprise de Nicolas fournissait des cartes de crédit professionnelles aux cadres intermédiaires pour couvrir les frais avec les clients et les voyages d'affaires. Cependant, à cause de son gaspillage et du manque de fonds après que j'eus coupé les vivres, Nicolas avait osé utiliser la carte de l'entreprise pour des dépenses personnelles de sa famille. L'auditeur lui approcha une pile de factures. Monsieur Lefebvre, selon la politique de l'entreprise, les frais de représentation doivent être accompagnés d'une facture officielle et d'une justification claire du client et du motif de la réunion. Cependant, nous avons détecté de nombreuses dépenses irrégulières. Il pointa une facture. Par exemple, celle-ci du 20 octobre dans un spa de luxe pour un montant de 800 €. Expliquez-moi, s'il vous plaît, quel client de notre entreprise discute à faire dans un spa pour femmes. Et précisément le jour de la fête des mères ? Le visage de Nicolas commença à changer de couleur. La sueur perlait sur son front. Ce jour-là, Monique avait insisté pour faire un soin de beauté. J'avais refusé de payer, alors Nicolas, pour ne pas perdre la face, l'y avait emmené et avait payé avec la carte de l'entreprise, pensant pouvoir le justifier comme un cadeau pour une cliente. Eh bien, ce jour-là nous avons acheté un bon cadeau pour la directrice d'une entreprise cliente. Balbutia Nicolas, tentant d'inventer une excuse maladroite. Et que me dites-vous de cette facture d'un magasin d'électroménager un dimanche pour l'achat d'un réfrigérateur américain à 2000 €? Où est ce réfrigérateur en ce moment même? Dans l'entreprise ou chez votre mère? Là, Nicolas resta sans voix. Il ne s'attendait pas à ce que l'audit soit aussi exhaustif. En réalité, cette inspection surprise n'était pas un hasard. C'était une dénonciation anonyme que j'avais moi-même envoyée le dimanche soir avec une photo du rutilant réfrigérateur chez Monique, qui avait activé le protocole. La directrice des RH frappa la table. Monsieur Lefebvre, c'est du détournement de fonds d'entreprise. Le montant total de vos dépenses indues s'élève à près de 10 000 €. Nous exigeons que vous remboursiez la somme intégrale avant midi demain. Sinon, nous transmettrons le dossier à la police. En entendant le mot « police », les jambes de Nicolas tremblèrent. Son visage se vida de son sang. 10 000 €? D'où allait-il sortir cet argent maintenant? Mes cartes étaient bloquées. Il n'avait pas d'économie.
Monique et Manon ne savaient que dépenser, pas économiser. Nicholas Supplia. S'il vous plaît, donnez-moi plus de temps. J'ai commis une erreur. Je rembourserai tout. S'il vous plaît, n'appelez pas la police. Ne me renvoyez pas. J'ai une mère âgée qui dépend de moi. C'est votre problème. Nous suivons le règlement. Vous êtes mis à pied sans solde avec effet immédiat pour faciliter l'enquête. Nicolas sortit de la salle de réunion comme un zombie. Camille me raconta qu'à ce moment-là, il ressemblait à une épave, la chemise trempée de sueur et la cravate de travers. Il courut aux toilettes et appela à la maison. Ses cris s'entendaient depuis le couloir. « Maman, sauve-moi. Je suis perdu. Vends l'or, vends les colliers et donne-moi l'argent ou j'irai en prison. » En écoutant Camille, je ne ressentis aucune joie. Seulement une amère pitié. Un homme de 35 ans, fort, diplômé, mais si faible et lâche qu'il détournait l'argent de son entreprise pour satisfaire la vanité de sa famille. Et quand il avait des ennuis, il appelait sa mère à l'aide comme un enfant. Ma décision de divorcer était, sans aucun doute, la bonne. J'avais abandonné un navire qui coulait juste avant qu'il ne sombre. Après la tempête, le soleil brille toujours. Cette phrase collait parfaitement à ma situation. Alors que la maison de Nicolas était un chaos à cause de ses dettes, je recevais une bonne nouvelle après l'autre. Le vendredi après-midi, l'application de ma banque sonna 2 fois de suite. Notification de mouvement sur votre compte. Plus, 10, 000 €. Libellé, remboursement transaction contestée boutique en ligne A. Notification de mouvement sur votre compte. Plus, 1, 000 €. Libellé, remboursement transaction contestée boutique en ligne B. Je soupirai de soulagement. C'était le résultat d'avoir signalé rapidement les achats en ligne irréguliers que Manon avait fait juste avant que je ne bloque les cartes. J'avais réclamé à la banque et aux plateformes de commerce électronique qu'il s'agissait de transactions frauduleuses, non réalisées par la titulaire de la carte et que les produits cosmétiques haut de gamme n'avaient pas encore été livrés. Manon avait utilisé de faux comptes pour les envoyer à des adresses d'amis et tenter de les cacher, mais quand la banque intervint et bloqua les paiements, les commandes furent annulées et l'argent fut reversé sur mon compte. Manon perdit non seulement les produits, mais fut aussi inscrite sur la liste noire de ses boutiques pour fraude. Mais le coup le plus dur lui vint du monde virtuel qu'elle adorait tant, dans un groupe Facebook de centaines de milliers de membres spécialisés dans la dénonciation des fraudes dans le monde du luxe. Une utilisatrice appelée Authentique Emma, une vendeuse d'articles de luxe de grande réputation, publia un long post avec des preuves accablantes. Le titre était « Alerte ». L'influenceuse Manon Lefebvre, escroc professionnel qui vend des contrefaçons et vole la carte de crédit de sa belle-sœur. Dans le post, Emma racontait comment Manon lui avait apporté des sacs à plusieurs reprises pour les vendre en dépôt-vente, mais en les examinant attentivement, elle découvrit que Manon gardait les sacs authentiques achetés avec ma carte pour les utiliser ou les vendre de son côté, et lui apportait à elle des contrefaçons de haute qualité pour qu'elle les vende à ses clients comme s'ils étaient authentiques. Le coup de grâce du post fut une gifle magistrale. Il y a peu, j'ai vu cette Manon pleurer sur les réseaux, accusant sa belle-sœur de lui bloquer les cartes et d'être une ingrate. Ça m'a tellement indignée qu'il fallait que je dise la vérité. Sa belle-sœur est celle qui payait toutes les factures dans ma boutique, des factures de milliers d'euros. Et elle a toujours été extrêmement polie. Manon, en revanche, n'est qu'une parasite et une quémandeuse. Elle-même m'a vanté une fois que sa belle-sœur était bête et qu'elle pouvait utiliser la carte tout ce qu'elle voulait, qu'elle payait tout. Ne vous laissez pas tromper par ces larmes de crocodile. Quiconque a acheté quelque chose à Manon, qu'il le fasse vérifier. Vous pourriez avoir une contrefaçon au prix de l'original. Le poste d'Emma fut comme une bombe atomique qui fit exploser l'opinion publique. Le vent tourna instantanément. Ceux qui m'insultaient avant attaquaient maintenant le profil de Manon sans pitié. Alors tu étais une entretenue et tu osais donner des leçons de morale ? Tu m'étonnes que ton visage ne me revenait pas. Voler l'argent de ta belle-sœur et en plus te plaindre. Rends-lui l'argent, ma belle. Arrête de vivre dans les apparences. Manon paniqua et dut désactiver les commentaires et peu après son profil Facebook. Elle qui vivait des likes devait maintenant se cacher comme un rat. J'étais dans mon petit atelier de céramique, les mains tachées d'argile, lisant ces nouvelles avec un calme étrange. Je ne ressentis pas une joie débordante, je sentis seulement que la justice, bien qu'elle tarde parfois, arrive toujours. Ils récoltaient ce qu'ils avaient semé. Je laissai le téléphone de côté et me concentrai sur le bloc d'argile qui tournait sur le tour. Sous mes mains, un vase commençait à prendre forme. Il n'était pas parfait. Il avait ses irrégularités, mais il était réel. Il était fait de mon propre travail et de ma créativité. Dehors, le soleil brillait avec force après la pluie.
Ces rayons filtraient entre les feuilles, illuminant l'atelier et faisant resplendir les pièces de céramique rustique. Je savais que le chemin devant moi aurait encore des obstacles, surtout le procès avec mon ex-belle-famille, mais à ce moment-là, je me sentais suffisamment forte pour affronter n'importe quoi. Attendez et vous verrez, me dis-je à moi-même. Le meilleur du spectacle est encore à venir. Paris la nuit a une beauté sereine, mais aussi une agitation souterraine. J'étais en train de revoir la liste des fournisseurs d'argile pour l'atelier quand mon téléphone vibra. Ce n'était pas un message de la banque, mais un appel du service de sécurité des cartes que j'avais engagé après le divorce. Yetzrochai instantanement. La voix d'un opérateur résonna avec urgence. Bonsoir, Madame Chloé. Notre système de surveillance vient de détecter une activité inhabituelle sur 2 cartes de crédit supplémentaires standards que vous aviez déclarées perdues il y a 2 ans. Des achats consécutifs sont en cours dans plusieurs supermarchés ouverts 24H, 24 dans le 16e arrondissement. Je fronçai les sourcils, essayant de me souvenir. C'était vrai. Il y a 2 ans, j'avais demandé 2 cartes de secours avec un plafond bas, environ 500 € chacune, pour faire les courses. Puis je ne les ai pas trouvées et en demandant, Monique m'a dit que je les avais probablement perdues. Comme le plafond était bas et que je ne voyais pas de mouvement, j'ai fait confiance et je les ai juste bloquées temporairement dans l'application au lieu de les annuler. Ensuite, avec tous les soucis, j'ai oublié. Je n'imaginais pas que Monique les avait volées et gardées dans son coffre-fort, attendant un moment de nécessité comme celui-ci pour les utiliser. Merci de me prévenir. Pourriez-vous me donner l'adresse exacte des magasins où les achats sont effectués ? Dis-je en prenant une veste et les clés de la moto. Oui, la dernière transaction a été réalisée il y a 1 minute dans un Carrefour Express rue de Passy. L'individu semble se déplacer rapidement entre les magasins pour accaparer des produits de base avant que la carte ne soit bloquée. Quelle ironie, ce magasin était à moins de 500 mètres de mon ancienne maison. Je démarrai la moto et me lançai dans la nuit. Dans mon esprit, je visualisais ma belle-mère, toujours si fière de son statut de grande dame, devant aller en cachette acheter des boîtes de conserve et des paquets de pâtes avec la carte volée de son ex-belle-fille. J'arrivai juste à temps pour voir une silhouette familière sortir de la porte automatique du supermarché, portant avec difficulté 2 énormes sacs. Monique portait des vêtements d'intérieur, mais elle avait mis un châle en soie et un chapeau qui lui couvrait la moitié du visage. Je garai la moto et me plantai devant elle. Monique sursauta et les sacs tombèrent au sol, éparpillant des briques de lait et des paquets de gâteaux sur le trottoir. « On fait ses courses à cette heure-ci, madame ?» demandai-je. Ma voix était calme, mais mon regard était tranchant. Monique, nerveuse, pâlit sous la lumière des réverbères. Elle tenta de nier, mais en me voyant sortir le téléphone, elle prit peur pour de bon. « Tu m'espionnes ? J'achète avec mon argent. Qu'est-ce que ça peut te faire ?» J'esquissai un sourire ironique. « Votre argent ? Les 2 cartes Visa bleues que vous avez dans votre porte-monnaie. À quel nom sont-elles ? Voulez-vous que j'appelle la police pour qu'ils vérifient qui est la titulaire ? L'usage frauduleux de la carte de crédit d'une autre personne, et qui plus est une carte déclarée perdue, est un délit de vol. » En entendant le mot « police », Monique se mit à trembler. C'était une lâche. Elle ne faisait la brave qu'avec la famille. Elle sortit rapidement le porte-monnaie, prit les 2 cartes et me les jeta comme si elles brûlaient. « Prends-les, je te les rends. Je ne veux pas de ton misérable argent. Je voulais juste acheter un peu de nourriture pour Manon. Elle n'a rien mangé depuis ce midi. » Je regardai les 2 cartes au sol, puis la nourriture éparpillée. Ainsi, cette famille de haute lignée était tombée si bas. Nicolas suspendu, Manon incapable de faire du business. Maintenant, toute la famille vivait des miettes qu'ils pouvaient voler. Je me baissai, ramassai les 2 cartes et les brisai en 2 devant elle. Le plastique se rompit avec un claquement sec dans le silence de la nuit. Je les casse pour que vous n'ayez pas à vous embêter à les garder. Quant à la nourriture, emportez-la. Considérez que c'est ma dernière aumône, mais je vous préviens que c'est la dernière fois que vous touchez à quelque chose qui est à mon nom. La prochaine fois, on se verra au commissariat, pas sur un trottoir. Ceci dit, je fis demi-tour et partis sans regarder son état lamentable. Monique resta paralysée au milieu de la rue, entourée des regards curieux de quelques passants. Son orgueil s'était effondré complètement sur ce trottoir. En arrivant chez moi, j'appelai de nouveau la sécurité de la banque. « Allô, je confirme que j'ai récupéré les cartes. S'il vous plaît, annulez-les définitivement. » Merci. Je m'assis et me servis un verre d'eau. Cette bataille n'était pas seulement pour l'argent, c'était pour la dignité. Et j'avais récupéré la mienne, tandis que, de leurs propres mains, perdaient tout ce dont ils s'étaient parés. Le lendemain matin,
j'avais un rendez-vous important avec Stéphane à son cabinet d'avocat, au 20e étage d'un immeuble de bureaux modernes. Stéphane était un ancien camarade de lycée, maintenant avocat de prestige spécialisé en délits économiques et technologiques. C'était lui qui m'avait conseillé pour les premières démarches légales, quand j'avais commencé à penser au divorce. Le bureau de Stéphane, au style minimaliste, transmettait le professionnalisme et la froideur nécessaires à sa profession. Stéphane me reçut avec une poignée de main ferme et un sourire rassurant. « Salut, futur propriétaire d'un empire de la céramique. Tu as bien meilleure mine que la dernière fois. » Je souris et m'assis face à lui. « Grâce à toi. Aujourd'hui je t'ai apporté toutes les preuves que tu m'as demandées. » Relevé bancaire, le constat d'huissier de la publication Facebook et l'enregistrement de l'appel. Stéphane prit les documents et les examina avec attention. Ses yeux brillèrent avec acuité en s'arrêtant sur les pages du relevé que j'avais marquées. Après environ 15 minutes, il ferma le dossier et entrelaça ses doigts sur la table. « Chloé, cette affaire est gagnée. J'ai conçu une stratégie sur 3 fronts pour en finir avec eux une bonne fois pour toutes, sans leur laisser l'occasion de contre-attaquer. » J'écoutais attentivement en prenant des notes. Stéphane leva un doigt. « Premièrement, au civil, nous déposerons une plainte pour que le tribunal oblige Manon Lefebvre et Monique Lefebvre à rembourser tout l'argent dépensé avec les cartes supplémentaires à des fins personnelles sans ton consentement. Avec les preuves des relevés et la revente d'articles, cela est considéré comme une transaction illégale. L'indemnisation que nous demanderons inclura les intérêts de retard. » Stéphane leva un second doigt. « Deuxièmement, et le coup le plus dur. Au pénal, l'acte de Manon de publier des diffamations sur toi sur les réseaux sociaux, affectant gravement ton honneur et ta dignité, est déjà documenté dans le constat d'huissier. De plus, avec les informations que tu m'as fournies sur son escroquerie aux articles de luxe, nous déposerons une plainte auprès de la police. Délit de calomnie, selon l'article 226 à 10 du Code pénal et délit d'escroquerie. Dès qu'elle recevra une convocation policière, elle mourra de peur. » Stéphane continua avec le 3e doigt. « Finalement, quant à Nicolas et son détournement de fonds de l'entreprise, je te représenterai pour envoyer un courrier à sa société, confirmant que tu n'as rien à voir avec ses dépenses et que tu es disposé à collaborer en apportant des preuves s'il décide de le poursuivre. Cela lui fermera toutes les portes, l'empêchant d'utiliser ses contacts pour étouffer l'affaire. » Je regardais Stéphane, admirant sa détermination et sa logique. Ce n'était pas seulement un avocat, c'était un stratège brillant. « Tu as tout très bien planifié. Je m'inquiète juste qu'ils essaient de me harceler à l'atelier. » Stéphane secoua la tête avec un regard ferme. « Ils n'oseront pas. Je demanderai au juge une ordonnance d'éloignement comme mesure conservatoire s'ils te menacent. De plus, dès que la plainte sera jugée recevable, le compte bancaire de Manon sera saisi pour garantir le paiement de la condamnation. Quand les gens n'ont plus d'argent, ils deviennent très vulnérables. » Stéphane m'approcha un contrat de service juridique. « Signe ici. À partir de maintenant, toute communication avec cette famille sera gérée par mon cabinet. Tu n'as qu'à te concentrer sur ta céramique et à vivre ta vie. » Je signai d'une main ferme. Mon écriture était plus décidée et forte que jamais. Je n'étais plus seule dans cette lutte. J'avais la loi de mon côté, des amis compétents et le soutien de la raison. En sortant du bureau, je regardais le ciel bleu à travers les vitres du gratte-ciel. Je savais que la fin de cette fausse « famille idéale » était scellée. 3 jours après ma réunion avec l'avocat Stéphane, la tempête judiciaire s'abattit sur l'appartement luxueux de la famille de Nicolas. Je n'y assistais pas directement, mais d'après ce que me raconta le concierge de l'immeuble, un homme à qui je donnais toujours des étrennes à Noël, je pus m'imaginer une scène de chaos sans précédent. Ce matin-là, un huissier de justice, accompagné d'un clerc, sonna à la porte de l'appartement. Monique ouvrit la porte avec son attitude hautaine habituelle. « Qui cherchez-vous ? Quelle heure pour déranger ?» L'huissier, avec calme, lui montra les papiers. « Bonjour, madame. Nous venons remettre une citation à comparaître à madame Monique Lefebvre et à madame Manon Lefebvre en relation avec un procès pour réclamation de montant et indemnisation pour dommages et intérêts intentés par madame Chloé Martin. S'il vous plaît, signez l'accusé de réception. » En entendant mon nom et le mot procès, Monique pâlit, prit le papier et lut en diagonale la demande qui réclamait le remboursement de plus de 15 000 €. Elle cria « Qu'est-ce que c'est ? Elle m'a attaqué en justice ? Cette effrontée ose attaquer sa belle-mère ? Je ne signe rien. Allez-vous-en. Madame, que vous signez ou non n'affecte pas la validité de la notification. Nous dresserons un procès-verbal de votre refus de la recevoir. De plus, je vous informe que par ordonnance judiciaire,
à titre conservatoire, les comptes bancaires au nom de Manon Lefebvre ont été saisis depuis 8 heures ce matin pour garantir l'exécution d'une éventuelle condamnation. À ce moment-là, depuis la chambre, on entendit le cri aigu de Manon. « Maman! Mon Dieu, qu'est-ce qui arrive à mon compte? Je ne peux pas faire de virement. L'application de la banque dit que mon compte est bloqué. L'argent de la vente du sac d'hier, je n'ai pas eu le temps de le sortir. » Manon sortit en courant dans le salon, décoiffée, le téléphone tremblant dans la main. En voyant les officiers ministériels, elle resta pétrifiée. « Qu'est-ce que vous avez fait à mon compte? Rendez-moi mon argent. » Manon se jeta sur l'huissier. Le concierge dut intervenir. « Mademoiselle Manon, calmez-vous. Ce sont des officiers publics. Si vous résistez, ils peuvent vous faire arrêter. » Monique, en entendant parler de la saisie du compte et en voyant la citation, fit une montée de tension. Ses yeux se révulsèrent, elle porta la main à sa poitrine et s'effondra sur le canapé sans pouvoir articuler un mot. Cette fois, c'était un vrai malaise, pas une de ces comédies. « Maman, maman !» cria Manon, terrorisée, oubliant l'argent. Nicolas, qui venait de sortir de sa chambre avec l'air abattu par sa mise à pied, vit sa mère évanouie, sa sœur en pleurs et les fonctionnaires dans la maison. Il resta paralysé, pâle comme un mort. « Nicolas, appelle une ambulance. »« Qu'est-ce que tu fais planter là ?» lui cria Manon. Nicolas sortit maladroitement son téléphone. Ses mains tremblaient tellement qu'il n'arrivait même pas à composer le 15. Ce matin-là, l'immeuble fut un chaos. L'ambulance arriva sirène hurlante et emmena Monique à l'hôpital. Manon et Nicolas la suivirent, laissant derrière eux la maison en désordre et la citation au sol. La nouvelle que la famille de Monique avait été attaquée en justice par son ex-belle-fille, qu'on leur avait saisi les comptes et que Monique avait dû être hospitalisée, se répandit rapidement parmi les voisins. Les mêmes voisins que Monique avait l'habitude de regarder de haut, cancanaient maintenant sans pitié. Personne ne ressentait de pitié, il hochait juste la tête. Qui sème le vent récolte la tempête. Elle s'est tellement mal comportée avec sa belle-fille que maintenant le karma lui tombe dessus. Je reçus un message du concierge. « Chloé, c'est le chaos. La vieille à l'hôpital, la fille en pleurs. Tu leur as fait une belle frayeur. » Je lui répondis, « Merci de m'informer, monsieur. Je ne fais que ce que la loi me permet pour me protéger. » J'éteignis le téléphone et retournai à mon travail. La compassion était un luxe que je ne pouvais pas me permettre avec ceux qui avaient piétiné ma vie. Ils devaient apprendre la leçon sur la responsabilité et les conséquences. Une leçon qu'ils auraient dû apprendre il y a longtemps. Tandis que la famille de Nicolas s'enfonçait dans la crise, dans la tranquille ruelle de Belleville, une nouvelle vie fleurissait. Mon atelier de céramique, après 2 semaines de travaux et de nettoyage, était enfin terminé. Je l'appelais « l'atelier de Chloé », un nom simple qui renfermait mon désir d'un véritable foyer, un lieu où j'étais la maîtresse, l'âme de tout. L'enseigne faite d'une pièce de bois rustique pendait à l'entrée. La cour avant était pleine de pots avec des plantes grasses et des fougères. À l'intérieur, des étagères en pin exposaient mes premières créations. Des tasses à l'émail réactif dans des tons turquoises, des services à thé à l'émail craquelé, des vases aux formes arrondies, tout soigné dans le détail. J'étais allée à la Chambre des métiers pour m'enregistrer comme auto-entrepreneuse. Avec l'immatriculation en main, je sentis que je devenais officiellement une citoyenne contribuant à la société, une femme économiquement indépendante. La présidente de l'association des femmes du quartier, une femme aimable d'âge mûr appelée Jacqueline, visita mon atelier un après-midi. Elle admira mes pièces et me fit l'éloge. « Chloé, tu as des mains merveilleuses. Ces pièces ont une âme, beaucoup de caractère français. Dans le quartier, nous avons un programme de soutien aux femmes entrepreneuses. Je proposerai ton commerce pour qu'ils reçoivent une reconnaissance et de l'aide pour la promotion. » Émue, je lui pris la main. « Merci infiniment, Jacqueline. Le soutien de vous, tout est ma plus grande motivation. » Jacqueline me donna une tape sur l'épaule. « Courage. Nous les femmes, là où nous tombons, nous nous relevons. Tu as eu le courage de sortir d'un mariage malheureux. Maintenant, c'est ton moment de briller. » Je commençai à planifier l'inauguration. Je n'engageai aucune entreprise d'événementiel. Je voulais que ce soit quelque chose d'intime et proche, comme l'esprit de l'atelier. Je conçus des invitations en ligne et les envoyai à des amis, d'anciens collègues et aux gens qui m'avaient soutenu sur les réseaux. Chaque soir, après avoir éteint le four, je m'asseyais devant l'ordinateur et je mettais en ligne des photos des produits sur ma page Facebook et sur TikTok. J'enregistrais de courtes vidéos de moi en train de pétrir l'argile, de tourner, d'émailler, sans effets spéciaux, juste le son du tour, le crépitement du feu dans le four et mes mains tachées, mais pleines de passion. De façon inattendue, ces vidéos plurent beaucoup.
Les gens y trouvaient paix et réconfort. Les premières commandes en ligne commencèrent à arriver. Bonjour, je veux ce service à thé pour l'offrir à ma mère. Faites-vous des tasses personnalisées avec des prénoms? Chloé, je suis ton histoire et j'admire ta force. Je veux passer à l'atelier pour te soutenir. En lisant ces messages, mes yeux se remplissaient de larmes. Je me rendis compte que quand tu vis avec honnêteté et bonté, la vie te récompense. Je n'étais plus l'épouse abandonnée, la belle-fille maltraitée. J'étais Chloé, une artisane céramiste, une femme qui façonnait son propre bonheur de ses mains. Je préparais chaque détail avec soin. Des sacs en papier avec le logo de l'atelier, des cartes de remerciements écrites à la main et du thé aux fleurs pour inviter les clients le jour de l'inauguration. Tout était prêt. Demain, les portes de l'atelier de Chloé s'ouvriraient au monde. Le dimanche se leva splendide. Avec un soleil d'automne qui baignait l'impasse. Dès la première heure, l'ambiance à l'atelier de Chloé était festive. De magnifiques bouquets de fleurs arrivèrent de la part d'amis, de partenaires et même d'abonnés de mes réseaux sociaux, remplissant la cour de couleurs et de parfums. À 9 heures pile, vêtue d'une simple robe en lin vert, je coupais le ruban inaugural sans discours. Je remerciais seulement tout le monde de sa présence. Merci de m'accompagner aujourd'hui. J'espère que ces petites pièces de céramique apporteront joie et paix dans vos foyers. L'affluence dépassa toutes mes espérances. Des amis que je n'avais pas vus depuis des années vinrent, des femmes de groupe de mères célibataires pour me soutenir et beaucoup de jeunes amateurs d'artisanat. Le petit atelier se remplit, mais l'ambiance était incroyablement chaleureuse. Les gens se déplaçaient avec précaution, admirant chaque tasse, chaque assiette. Ce vase est magnifique, Chloé. L'émail fluide est une merveille. Je prends ce service d'assiette aux fleurs de coquelicot pour surprendre mon mari. Les rires et les conversations se mêlaient aux joyeux sons de la caisse enregistreuse. Moi et mes 2 employés ne nous arrêtions pas. L'une emballait, l'autre encaissait, l'autre conseillait. La sueur perlait sur nos fronts, mais nous ne cessions de sourire. À midi, je vérifiais le chiffre d'affaires. Le chiffre sur l'écran me laissa stupéfaite, 3 000 €. En une seule matinée, j'avais vendu presque la moitié de ce que j'avais préparé pour tout le mois. C'était une somme qu'avant j'aurais dû supplier Nicolas de me donner pendant une année entière pour mes dépenses personnelles, et ce n'était même pas sûr qu'il me la donne. Mais ce qui me rendit plus heureuse que l'argent, ce fut la reconnaissance. Une dame âgée aux cheveux gris me prit la main les yeux humides. « Tu es très courageuse, ma fille. Nous les femmes devons être ainsi. J'ai lu ton histoire sur Internet. Ça m'a fait beaucoup de peine, mais je t'admire aussi beaucoup. Continue comme ça. Dieu n'abandonne pas les jambons. » Ces paroles me réconfortèrent. Je me sentis connectée, protégée par la communauté. L'après-midi, j'organisais un petit atelier de céramique pour les enfants. Voir leurs petites mains tachées d'argile, leurs visages innocents concentrés sur le tour, me remplit de paix. Ces enfants me rappelèrent mon propre rêve d'enfance, un rêve qui avait été enseveli sous les obligations et les préjugés de ma belle famille. À la fin de la journée, quand le dernier client fut parti, je m'assis sur le seuil, épuisée mais heureuse. La lumière des lampions créait une atmosphère chaleureuse. Je regardais mon atelier, le fruit de mon travail. C'était ça la liberté. C'était ça le bonheur. Mon téléphone vibra. Un message de Stéphane. « Félicitations, chef. On m'a dit que tu as tout cassé aujourd'hui. J'avais un procès et je n'ai pas pu venir, mais je t'ai envoyé des fleurs. Courage, le meilleur est à venir. » Je souris et lui répondis « Merci, l'ami. Quand tu auras un moment, passe et je t'offre un thé. » Je fermai la porte en bois et respirai profondément l'air frais de la nuit. Demain serait une journée chargée, avec de nouvelles commandes, de nouveaux designs, mais je n'avais pas peur. Maintenant, j'étais la capitaine de mon propre navire. Ma vie venait d'entrer dans une phase de stabilité quand la tempête revint de là où je l'attendais le moins. Le lundi matin, alors que je vérifiais un nouveau lot d'émaux, un facteur s'arrêta devant l'atelier. « Chloé Martin ?» Une lettre recommandée du tribunal, me dit-il en me tendant une enveloppe épaisse. Je l'ouvris. À l'intérieur, il y avait une notification de recevabilité d'une plainte au civil. Plaignante, Manon Lefebvre. Defenderess, Chloé Martin. La plainte m'accusait d'injures, calomnie et atteinte au droit à l'honneur sur Internet. Elle exigeait une indemnisation de 5 000 € et des excuses publiques dans 3 journaux nationaux. Je partis d'un éclat de rire. Le culot incarné. Manon pensait qu'en m'attaquant elle récupérerait un peu de sa réputation perdue, ou elle suivait les conseils de ses mauvaises fréquentations, pensant que si elle me mettait la pression, je retirais ma plainte pour qu'elle me rende l'argent. Mais ce ne fut pas tout. Cet après-midi-là,
plusieurs portails d'actualité sensationnalistes et pages de potins publièrent des articles ambigus. Les titres étaient « Pur buzz ». La célèbre propriétaire d'un atelier de céramique harcèle sa belle-sœur et s'approprie ses biens après le divorce. Ou « Qui est la véritable victime dans l'histoire de la belle-fille maltraitée ?» Dans les articles, ils utilisaient des informations complètement fausses, citant un « proche anonyme » que je savais être Monique ou Manon. Ils me dépeignaient comme une femme calculatrice et ingrate. Ils disaient que quand je vivais avec mes beaux-parents, j'étais une paresseuse et une dépensière, et qu'en partant j'avais tout emporté. J'appelai immédiatement Stéphane. Sa voix semblait calme, voire un peu amusée. Je viens de lire les nouvelles. Tranquille, c'est la tactique habituelle de qui n'a pas d'argument. Ils essaient de créer une opinion publique contre toi pour te mettre la pression avant le procès. Plus ils attaquent, plus ils commettent d'erreurs. Mais il me diffame, Stéphane. Les clients me demandent si l'histoire est vraie. Je ne peux pas permettre qu'ils nuisent à la réputation de l'atelier, dis-je avec fermeté. Je comprends. Toi, concentre-toi sur ton travail. Mon équipe technique va tracer l'origine de ces publications. Je t'assure que dans 2 jours, on saura qui est derrière tout ça et qui a été payé pour écrire ces ordures. Et effectivement, Stéphane ne me déçut pas. 2 jours plus tard, il m'envoya un rapport détaillé. Son équipe d'informaticiens avait tracé l'adresse IP des faux comptes qui m'insultaient. Tous provenaient d'un cybercafé proche de l'appartement de Monique. Les caméras de sécurité du local, que Stéphane obtint grâce à ses contacts, enregistrèrent Manon et une amie tapant frénétiquement juste aux heures où apparaissaient les publications. De plus, Stéphane trouva des preuves que Manon avait viré 200 € à l'administrateur d'une de ses pages de potins pour qu'il publie l'article contre moi. Stéphane me dit à l'atelier, « Chloé, elle creuse sa propre tombe. Engager des gens pour diffamer de façon organisée est une circonstance aggravante. Nous ajouterons toutes ces preuves au dossier pénal. Sa plainte deviendra du papier mouillé et elle fera face à une peine bien plus lourde. » Je regardais les preuves sur la table, sentant un mélange de satisfaction et de peine. Comment peut-on être si aveugle? Au lieu d'admettre leurs erreurs, ils s'enfonçaient plus dans la boue juste par égoïsme. Je publiai un bref statut sur mon profil avec la photo de Manon dans le cybercafé. Qui ne doit rien ne craint rien. Toute la vérité éclatera au tribunal. Ceux qui tentent de me diffamer, préparez-vous à assumer votre responsabilité devant la loi. Je ne négocie pas avec la méchanceté. Ma publication fut comme une douche froide pour l'opinion publique. Les trolls disparurent. Les portails d'actualité retirèrent les articles par peur des conséquences légales. Manon et sa famille gardèrent le silence. Je savais que maintenant ils avaient peur pour de bon. Paris entra dans une vague de chaleur étouffante. La température extérieure atteignait les 40 degrés et l'asphalte dégageait une vapeur brûlante. Et l'inévitable arriva. Le réseau électrique de la ville se surchargea. À 19 h, alors que je me préparais pour mon live hebdomadaire de vente, l'électricité coupa. Tout le quartier fut plongé dans le noir. Le ventilateur s'arrêta. La climatisation s'éteignit. L'ambiance devint asphyxiante et silencieuse. On n'entendait que le bruit de la ville au loin et les voix des voisins. Il n'y a plus de lumière. Comment on va faire le live maintenant? Me demanda inquiète mon employée Léa en s'éventant. Je regardai ma montre. Je l'avais déjà annoncé aux clients. L'annuler nuirait à ma réputation. Faire de nécessité vertu. Je me souvins que j'avais une grande lampe de secours et plusieurs bougeoirs en céramique que j'avais fait moi-même. On n'annule pas. On va le faire comme ça. Apporte la lampe et allume les bougeoirs. Peut-être que cette ambiance tamisée aura son charme, dis-je avec décision. Nous sortîmes une table dans la cour où courait une légère brise. La lumière jaunâtre de la lampe et des bougeoirs illuminait les pièces de céramique, créant une scène magique et nostalgique. Je connectai le téléphone à la 4G et commençai le live. Bonjour à tous. Aujourd'hui, il y a une coupure de courant à Paris, alors je vous parle à la lueur des bougies. Vous me voyez bien? Au lieu de vendre à toute vitesse, cette nuit-là j'optai pour la conversation. Je pris une tasse en céramique rustique et parlai du processus de création, de la sueur de l'artisan, du calme nécessaire pour créer une pièce avec une âme. Sous la lumière tremblotante, sans maquillage, la sueur au front, mes yeux brillaient de passion. Je parlais de la culture française, des dîners de famille à la bougie, de la valeur de la simplicité. Le nombre de spectateurs explosa. De quelques centaines, nous passâmes à 2000 puis à 5000. Que tu es simple et charmante, Chloé. L'ambiance fait film. En t'entendant, je pense à ma grand-mère. Réserve-moi ce service à thé pour elle. Les commentaires n'arrêtaient pas. Je n'avais pas le temps de les lire. Les commandes s'accumulaient.
Les gens achetaient non seulement pour le produit, mais parce qu'ils sentaient la sincérité et la force de la femme qu'ils voyaient. Ils achetaient l'histoire, l'émotion que je transmettais. Léa, à mes côtés, ne suffisait pas à noter les commandes tout en ne cessant de sourire. Les tasses coquelicots sont épuisées et les vases aussi. Je souris en m'essuyant la sueur. Merci infiniment à tous. Aujourd'hui je suis très heureuse. Malgré la chaleur et la coupure, votre affection me comble de joie. Le live dura 2 heures, jusqu'à ce que la lampe n'ait plus de batterie. En terminant, Léa et moi nous nous regardâmes. Nous étions trempés de sueur, mais immensément heureuses. Les ventes de cette nuit-là battirent tous les records, triplant celles du jour de l'inauguration. La coupure, qui semblait être un malheur, devint une opportunité de briller à ma manière. Je me rendis compte que quand tu travailles avec le cœur, même dans les pires circonstances, tu peux trouver la lumière. Et c'est cette lumière intérieure qui attire les autres avec le plus de force. Le jour du procès arriva enfin. Le ciel de Paris était gris et une fine bruine accentuait la solennité du tribunal. Vêtu d'un chemisier blanc et d'un pantalon noir, j'entrai d'un pas ferme aux côtés de mon avocat Stéphane. La salle d'audience numéro 3 était bondée. En plus des impliqués, il y avait beaucoup de journalistes. La famille de Nicolas était sur l'autre banc. Monique semblait avoir vieilli de 10 ans avec ses cheveux gris et son visage émacié. Nicolas gardait la tête basse. Manon essayait de faire pitié avec une robe blanche et les yeux gonflés. La juge, une femme d'environ 50 ans, déclara ouverte la séance. L'avocat de Manon tenta d'argumenter qu'elle était une jeune innocente et que je lui avais permis d'utiliser la carte. Madame le juge, ma cliente utilisait la carte pour les dépenses familiales. Comme ce n'était pas la contribution économique de Madame Martin, c'était normal. Réclamer cet argent maintenant est absurde, arguait-il faiblement. Vint le tour de Stéphane. Sa voix ferme et claire capta l'attention de tous. Madame le juge, je nie catégoriquement les affirmations de la partie adverse. Contribuer aux dépenses familiales est une chose, et profiter de la carte de crédit d'une autre personne pour un enrichissement personnel en est une autre très différente. Je présente la pièce numéro 1. Stéphane remit au tribunal l'épais dossier avec les relevés bancaires et les publications de vente de Manon. Ici est démontrée la correspondance entre les achats d'articles de luxe et leur revente postérieure pour obtenir de l'argent liquide. Ce comportement s'est répété des centaines de fois durant 3 ans avec un bénéfice illicite de plus de 12 000 €. C'est un délit d'escroquerie, pas une dépense familiale. Il y eut un murmure dans la salle. Manon Pallet. Stéphane continua. Concernant l'affirmation que ma cliente consentait à ses dépenses, je présente la pièce numéro 2. C'est un enregistrement d'un appel entre M. Nicolas Lefebvre et Madame Monique Lefebvre du 15 mai de l'année dernière. Enregistré accidentellement par la caméra de sécurité du salon. Le technicien du tribunal reproduisit l'enregistrement. La voix de Nicolas et Monique résonna dans la salle. Maman, depends. T'inquiète pas. Chloé est bête, elle ne regarde pas les relevés. Je lui dis que tu achètes des vitamines et elle croit tout. Son argent est notre argent, pourquoi ne pas le dépenser? Tu as raison. Manon aussi veut de l'argent pour un nouveau sac. Dis à ta femme d'augmenter le plafond de la carte. Le silence dans la salle était absolu. Tous les regards se dirigèrent vers Monique et Nicolas. Monique se cacha le visage. Nicholas tremblait. Son impudence et son avidité avaient été exposées. La juge regarda les accusés. Avez-vous quelque chose à dire sur cet enregistrement? Manon se leva en balbutiant. Yeah. Je ne savais rien. C'est la faute de ma mère et de mon frère. Je n'ai rien à voir là-dedans. Jusqu'à la fin, elle niait sa responsabilité, prête à trahir sa propre famille. Je la regardai avec mépris. Stéphane porta le coup de grâce. Madame le juge, le comportement de l'accusé Manon Lefebvre ne se limite pas à l'appropriation indue, mais inclut aussi diffamation et calomnie contre ma cliente. Nous avons le constat d'huissier, nous maintenons notre plainte et demandons que l'accusé soit obligé de rembourser tout l'argent approprié et de payer l'indemnisation correspondante. Je restai silencieuse. La vérité était évidente. Les preuves que Stéphane et moi avions réunies étaient des flèches de justice qui avaient détruit leur armure de mensonge. Après délibération, le tribunal revint. Tout le monde se leva. Mon cœur battait fort, non de peur, mais d'attente. La juge lut le verdict. Au nom du peuple français, ce tribunal décide, premièrement, de faire droit intégralement à la demande de Madame Chloé Martin. Deuxièmement,
de condamner Madame Manon Lefebvre, et comme responsable civil subsidiaire Madame Monique Lefebvre et Monsieur Nicolas Lefebvre, à rembourser solidairement à la plaignante la somme de 12 500 €. Troisièmement, de condamner Madame Manon Lefebvre à indemniser la plaignante de 2 500 € pour préjudice moral. Quatrièmement, de condamner Madame Manon Lefebvre à retirer toutes les publications diffamatoires et à publier des excuses publiques sur son profil personnel et dans 3 journaux numériques, en les maintenant pendant 30 jours. Cinquièmement, de rejeter la demande reconventionnelle de Madame Manon Lefebvre pour défaut de fondement. Les dépenses seront à la charge de la partie défenderesse. Le marteau de la juge frappa la table avec un son net. C'était fini. Manon, en entendant la sentence, s'effondra sur sa chaise en pleurant. D'où je vais sortir cet argent? 15,000 €. Monique resta immobile comme si elle avait perdu son âme. Nicolas me regarda avec repentir, mais je lui rendis un regard froid. Trop tard. Je sortis du tribunal et respirai l'air frais. La pluie avait cessé. Stéphane me serra la main. Une victoire écrasante. Justice est faite. Merci, Stéphane. Sans toi, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Tu le mérites, Chloé. Ta force t'a fait gagner. Les journalistes m'entourèrent. Je répondis brièvement. Je fais confiance à la justice française. Le résultat d'aujourd'hui est un avertissement pour ceux qui méprisent la valeur du travail et la dignité. Nous les femmes pouvons nous sacrifier, mais pas permettre qu'on profite de notre sacrifice. Mon image, debout et ferme devant le tribunal, fit la une de plusieurs journaux le lendemain. Je n'étais plus la victime, j'étais la gagnante, un symbole de la rébellion des femmes opprimées dans le mariage. Après le procès, je reçus l'indemnisation. La famille de Nicolas dut brader sa voiture et demander de l'argent prêté pour me payer et éviter la saisie de l'appartement. Avec les 15 000 € en main, je sentis le poids de ma sueur et de mes larmes des 7 dernières années. Je décidai de ne pas le dépenser en futilité. Je voulais faire quelque chose qui ait plus de sens. J'utilisai une partie pour améliorer l'atelier. Le reste, je le donnai à une fondation qui aide les femmes et les enfants en situation de vulnérabilité. Mais le plus important, je commençai à écrire. Je voulais partager mon histoire pour aider d'autres femmes à ne pas tomber dans le même piège. Pendant un mois, j'écrivis jusqu'à pas d'heure. J'intitulai mon livre électronique « Manuel d'indépendance financière pour la femme française ». Que l'amour n'aveugle pas ton portefeuille. Je n'y parlais pas de théories économiques, mais de ma propre expérience. J'analysais mes erreurs d'avoir fait confiance aveuglément à mon mari, de ne pas avoir géré mes finances, d'avoir permis que d'autres utilisent mes cartes. J'expliquais comment créer un fonds d'urgence, comment faire de petits investissements, comment protéger le patrimoine avant et pendant le mariage. Je l'écrivis sur un ton proche, comme une discussion entre amis. Je parlais de la douleur, de la révélation et du bonheur de dépenser son propre argent. Le jour où je publiai le lien de téléchargement gratuit, les téléchargements explosèrent. En une semaine, plus de 50 000 personnes l'avaient téléchargé. Le livre devint viral dans des groupes de femmes et des forums de maternité. Mon courrier se remplit de messages. Merci, Chloé. En lisant ton livre, j'ai pleuré. Je me suis vue en toi. Merci de m'avoir donné l'élan pour commencer à économiser en secret. Grâce à ton livre, j'ai eu le courage d'exiger de gérer mon propre salaire. Tu es mon héroïne. Je lutterai pour mon indépendance financière pour que personne ne me méprise. Lire ces messages me rendit plus heureuse que n'importe quelle somme d'argent. Je découvris que ma mission n'était pas seulement de faire de la céramique, mais aussi d'en inspirer d'autres. J'avais transformé ma douleur en un phare pour les autres. On m'invita à donner des conférences dans des associations de femmes et des universités. Debout, sur scène, voyant des centaines de visages de femmes m'écouter attentivement, je sentis que ma vie avait un but. Je leur disais, l'indépendance financière n'est pas pour ne pas avoir besoin des hommes, c'est pour que si cet homme cesse d'en valoir la peine, nous puissions continuer d'avancer la tête haute. Aimez-vous vous-même avant d'aimer qui que ce soit et attention, car c'est votre dignité. Les applaudissements résonnèrent dans l'auditorium. Je souris en regardant l'horizon. Le passé douloureux était resté derrière, laissant place à un futur brillant que moi et des millions de femmes étions en train de construire ensemble. L'hiver à Paris arriva tôt cette année-là, avec un vent glacial qui s'infiltrait dans chaque recoin. Tandis que je travaillais dans l'atelier chaud en savourant un thé au gingembre, ceux qui firent un jour partie de ma vie affrontaient leur hiver le plus rude. Camille, mon ancienne collègue de travail, vint me rendre visite à l'heure du déjeuner. Elle m'apporta des nouvelles que j'attendais déjà, mais qui me rappelèrent tout de même la justice du karma. Chloé, tu ne peux pas imaginer. Nicolas a été licencié. La décision a été effective le mois dernier.
Il a eu de la chance que l'entreprise ne le dénonce pas au pénal, mais dans son dossier figure licenciement pour faute grave contre l'éthique professionnelle. Avec cette tâche, personne dans le secteur n'ose l'embaucher. J'opinais. C'était prévisible. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Camille Supera. Il travaille comme livreur. Hier j'ai commandé à manger et c'est tombé sur lui. Quand il a enlevé son casque pour me saluer, on est resté glacé. Il avait l'air très abîmé, la peau tannée par le soleil et le vent. Il m'a vu et a eu tellement honte qu'il a annulé la commande et est parti à toute vitesse. J'eus un mélange de rage et de pitié. L'image de Nicolas, avant toujours impeccable, maintenant avec un uniforme usé, luttant sous le soleil et la pluie pour quelques euros, me fit réfléchir. Avant, je me tuais à la tâche pour qu'il vive confortablement. Maintenant, il goûtait à la saveur amère de la sueur pour comprendre la valeur de l'argent. Quant à Manon, celle qui fut une fille glamour, sa situation n'était pas meilleure. Après avoir été mise à nu et avoir dû me payer une grosse somme, elle devint la cible des critiques sur les réseaux. Ses amis bourgeois lui tournèrent le dos. Elle dut fermer tous ses comptes, elle n'osait plus mettre les pieds dans les centres commerciaux de luxe. Pour payer la dette qu'elle avait contractée pour m'indemniser, elle dut commencer à travailler comme vendeuse dans un stand de vêtements bon marché aux puces de Clignancourt. Une cliente de l'atelier m'a raconté qu'elle avait vu se disputer en criant avec une cliente qui se plaignait de la qualité d'un t-shirt. La patronne du stand l'a réprimandée devant tout le monde et a retenu une partie de son salaire. La fille arrogante d'avant avait été pliée par la vie, devenant plus hargneuse et amère. Mais la situation la plus triste était celle de Monique. Son luxueux appartement, son orgueil, maintenant il était à moitié vide. Pour payer la dette et survivre sans mon aide, elle dut vendre ses biens de valeur. Les meubles en acajou, la chaîne hi-fi, même les tableaux qu'elle avait. Les voisins disaient que les disputes étaient constantes. Monique traitait Nicolas d'incapable pour ne pas pouvoir l'entretenir. Nicolas lui reprochait d'avoir mal élevé Manon. Manon pleurait et blâmait le destin. La famille qui se vantait d'être idéale se dévorait maintenant entre elles pour de l'argent. Cet après-midi-là, je passais par leur ancien quartier. Je regardais vers le balcon du 5e étage, où pendaient avant les orchidées que j'arrosais chaque matin. Maintenant c'était désolé. Je vis Monique revenir des courses avec un sac plastique contenant quelques légumes et un peu de tofu. Elle marchait la tête basse, voûtée, vieillie et seule. Elle évitait le regard des gens. Personne ne reconnaîtrait la hautaine et puissante Monique d'avant. Depuis le taxi, je baissai un peu la vitre. Je ne descendis pas. Je n'avais pas l'intention de les revoir. La plus grande punition pour eux n'était pas de perdre l'argent, mais la dignité et la paix intérieure. Ils vivraient le reste de leur vie avec le remords. Je remontai la vitre. On y va, s'il vous plaît. Je veux rentrer chez moi. La voiture démarra, laissant derrière l'immeuble gris et les personnes de mon passé. Je me sentis légère. Je les avais pardonnés, non parce qu'ils le méritaient, mais parce que je méritais d'être en paix. 6 mois passèrent en un éclair. Paris se préparait pour Noël. Les rues se remplirent de lumière, de crèches et de la couleur rouge des étoiles de Noël. Dans la petite impasse de Belleville, l'atelier de Chloé affichait aussi un aspect festif et plein de vie. Je contemplais les lampions rouges qui pendaient à l'entrée. L'enseigne en bois fraîchement verni brillait, entourée de pots de cyclamène. À l'intérieur, des chants de Noël résonnaient et on entendait les rires de mes employés et des clients. Aujourd'hui, c'était le dernier jour de travail avant les vacances. J'appelai Léa et mes 2 autres employés et leur donnai à chacune une enveloppe rouge. Cette année, vous avez travaillé très dur. C'est votre prime de Noël. Merci de m'avoir aidé à construire cet atelier depuis le début, dis-je ému. Léa prit l'enveloppe les yeux humides. C'est trop, Chloé. C'est nous qui te remercions. Travailler avec toi a été un apprentissage et tu nous as traités comme une famille. Prenez-le, vous le méritez. Profitez des fêtes. Au retour, on continuera à se battre ensemble. Les voir partir heureuses avec leur panier garni de Noël me remplit de chaleur. Je me souvins des Noëls chez mes beaux-parents. À cette heure-ci, je serais noyée dans la cuisine, frottant des plats, préparant des dîners pour des dizaines d'invités, seulement pour recevoir critiques et épuisement. Je n'avais jamais su ce qu'était une prime ou des vacances. Cette année était différente. Je révisais les comptes. J'avais payé toutes les dettes de l'investissement initial. Les revenus des 6 derniers mois avaient dépassé toutes mes espérances. Le solde de mon compte épargne avait 6 chiffres, chose dont avant je ne pouvais que rêver. Mais plus important que l'argent, c'était la liberté. La liberté de décider où passer Noël, quoi offrir à mes parents, quelle robe mettre. Mon téléphone vibra. Un message de mon père, c'était une photo de mes parents près du sapin de Noël,
souriant. Ma fille, quand est-ce que tu viens? On t'attend. Viens vite, cette année on va fêter un grand Noël. Nous sommes très fiers de toi. En lisant le message de mon père, les larmes roulèrent sur mes joues. Nous sommes très fiers de toi. J'avais juste besoin d'entendre ça. Durant 7 ans, j'avais caché ma souffrance pour ne pas les inquiéter. Maintenant, libérée de ce fardeau, je redevenais la petite fille de mes parents. Je lui répondis, « J'arrive, papa. Je finis de ranger et je pars pour la maison. Je vous apporte plein de cadeaux. » J'éteignis l'ordinateur et fermai l'atelier, vérifiant tout pour la dernière fois. L'odeur d'argile et d'émail se mélangeait à celle de l'encens. Je sortis dans la cour, où se trouvait le bureau en chêne que j'avais acheté le premier jour. Je m'assis un moment en silence. Je regardais le ciel. Je me rappelais la Chloé d'il y a 1 an, timide, soumise, vivant des émotions des autres. Et je regardais la Chloé d'aujourd'hui, forte, indépendante, maîtresse de son destin. La transformation fut douloureuse, comme cuire la céramique dans le feu, mais le résultat fut une pièce solide et radiante. Je me levai et fermai la porte de l'atelier. Le bruit de la serrure fut définitif. Je marchai vers ma voiture neuve, garée dans la rue. J'allais conduire jusqu'à ma campagne, vers l'étreinte de ma famille. Le vent d'hiver agita mon manteau. Je souris. Le passé était clos. Devant moi s'ouvrait un chemin large et lumineux, le chemin de la liberté, du bonheur et d'une femme française qui marchait la tête haute. Assise sur le porche ensoleillé de mon atelier, je respirais profondément le doux parfum de la liberté. La tempête du passé s'était calmée, laissant place à la sérénité de mon âme. J'ai compris que le bonheur le plus durable ne naît pas du sacrifice aveugle, mais d'une femme qui valorise sa propre dignité, son indépendance financière et la fierté d'être maîtresse de sa vie. Ouais,